Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la cuisine du village. Une émission aujourd'hui consacrée au colza et particulièrement à son huile. Mais comme on est une émission de cuisine, je vais tout de suite en cuisine. Bonjour chef. Bonjour. Olivier Chaput, vous êtes chef Eurotoc. C'est quoi Eurotoc? C'est quoi Eurotoc? Alors on est une association qui a été créée un peu plus de 35 ans par Paul Bocuse. C'est une association qui siège au Parlement européen. On se bat pour la défense des bons produits, de la transmission envers les jeunes. On a dernièrement créé Eurotoc Jeune et voilà, on essaie de faire passer les bons messages pour les consommateurs de demain. Maintenant, place à la cuisine, on mange quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on parle tout le temps d'anti-gaspi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à jeter 27% de ce qu'on achète, donc j'ai voulu faire des muffins anti-gaspi. À ce point-là, 27%? Ouais, 27% sans s'en rendre compte, c'est ça des fois le pire. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire un muffin anti-gaspi avec des choses qu'on pouvait facilement retrouver dans son frigo, un petit peu d'herbe, un petit peu d'emmental râpé, des carottes qui étaient cuites d'hier, un petit peu de chorizo de l'apéro d'hier, et puis muffin anti-gaspi. Est-ce que j'imagine que ces ingrédients ils sont un peu interchangeables? Si on n'a pas de chorizo, on peut prendre autre chose par exemple. Voilà, c'est exactement ça. Alors par exemple, on peut très bien avoir dans le frigo un petit peu de poulet qui nous reste parce que dimanche on a fait un poulet rôti par exemple. On peut avoir aussi quelques légumes comme là les carottes. On peut rajouter toutes les herbes possibles et imaginables. C'est vraiment une base de recettes qu'on va agrémenter avec ce qu'on va trouver dans le frigo. Dés de feta, olives, tout ça. Question piège, on a des gens qui sont spécialistes de l'huile de colza aujourd'hui. Est-ce qu'on utilise beaucoup d'huile de colza en cuisine? En fait, c'est très intéressant parce que c'est une huile qui est parfumée. Du coup, on peut, dans ce genre de pâte, des fois on utilise du beurre, mais on peut remplacer la matière grasse par de l'huile d'olive ou autre. Et l'huile de colza, justement, se marie très très bien avec ce genre de mets parce que c'est une huile qui va parfumer sans prendre le dessus. Et donc, c'est très intéressant qu'on a différents ingrédients qu'on va mettre à l'intérieur. Parfait, merci. Je vous laisse préparer ça et allez, c'est parti. Je reviens tout à l'heure. Merci. Pour parler de l'huile de colza, j'ai trois énormes experts autour de la table. Anne Laperche, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante et chercheuse à l'Institut Agro Rennes-Angers, avec une spécialité sur le colza, c'est ça? Voilà, mes activités de recherche, je les fais sur le colza. J'ai travaillé pas mal de temps sur la gestion de l'azote par la plante. Et puis depuis quelques années sur plutôt les phases précoces, sur la vigueur. Françoise Labalette qui est aussi avec nous, vous êtes directrice adjointe de Terre Univia. C'est quoi Terre Univia? Alors Terre Univia, c'est l'interprofession des huiles et protéines végétales, donc qui réunit tous ceux qui travaillent et qui permettent de produire à la fois les huiles qu'on vient de voir là, puis d'autres produits dont on va parler plus tard. Peut-être. Et notre ami François Arnoux, agriculteur, cultivateur, producteur de colza. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec une petite question toute simple. Est-ce que le colza, quand on est agriculteur, c'est une plante facile à cultiver? C'est une plante qui est pas mal parce qu'elle passe bien vite entre deux cultures. Comment est-ce qu'on cultive le colza en quelques mots? Non, c'est plutôt une plante qui est assez difficile à cultiver parce que déjà c'est la plante qui a le cycle le plus long. On la sème donc en fin d'été, août-septembre, et on la récolte fin juin, juillet, l'année d'après. Donc c'est un cycle de 9 mois et c'est vraiment la plante qui a le cycle le plus long. On va parler un petit peu, une idée reçue peut-être que quand on préparait cette émission, Françoise. Moi, je vous disais qu'il y avait beaucoup de champs de colza. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, c'est vrai et pas vrai. sur les 30 millions d'hectares qu'on cultive en France, effectivement, ça fait pas beaucoup de pourcents. Par contre, si vous traversez certaines régions au printemps, vous avez sans doute vu les fleurs jaunes du colza. C'est ça. Et donc, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Il y en a. Et elles sont très utiles en plus, parce qu'elles permettent aux abeilles de se nourrir. Le colza, est-ce on a plus de cultures que les années précédentes? Toujours Françoise, on a plus de cultures que les années précédentes, on a moins de cultures. Est-ce que j'ai entendu parler de biocarburants à base de colza, mais avec la voiture électrique, on va vers moins de colza? Comment est-ce que ça se passe le colza? Un peu de perspective. Oui, alors le colza, on va dire que globalement, ça a tendance à se stabiliser.
C'est une culture que les producteurs ont bien pris en main, hein, malgré la difficulté ou la complexité et la longueur du cycle, mais ils l'ont bien prise en main. Donc on est plutôt bon pour produire du colza. Et si ça s'est développé, c'est parce que effectivement on l'utilise, mais dans plein de choses. Alors on l'a vu tout à l'heure, hein, ça peut être dans le plat que le chef confectionne pour l'huile alimentaire. Et puis il y a d'autres débouchés qui peuvent être aussi du débouché carburant. Et tout le monde, tous ceux qui ont mis du diesel une fois dans leur moteur en ont consommé. Ils ne le savent pas, mais ils en ont consommé. Et puis il y a une autre partie de la graine qui n'est pas de l'huile, qui est pleine de protéines et qui sert en général à nourrir les animaux. On commence à développer aussi des produits pour l'alimentation humaine à partir de cette protéine. C'est une plante en fait avec plein d'usages en sortie. Vous pouvez même en trouver dans votre dentifrice, des coproduits de la filière colza. Eh bien, est-ce que, je vais continuer encore avec vous Françoise, est-ce que le colza, c'est bon pour la santé? L'huile de colza, c'est une huile qui est bonne pour la santé. Parce qu'on entend des huiles qui ne seraient pas bonnes, etc. J'imagine que vous n'allez pas me dire que c'est une huile qui est mauvaise pour la santé, mais qu'est-ce qu'on retrouve de particulier dedans? Alors, je ne vais pas vous le dire parce que c'est étayé, effectivement. C'est prouvé. En gros, la composition de l'huile de colza alimentaire, hein, donc que vous utilisez dans vos petits plats, eh bien, elle a quasiment la composition en acide gras parfaite, telle que recommandée au niveau national et au niveau nutritionnel. Donc, on est presque sur un profil parfait. Je me tourne maintenant vers l'agriculteur qu'on a avec nous. Comment est-ce que on choisit son colza qu'on va le cultiver? Parce qu'on a l'impression, nous, qu'on voit un champ tout jaune, mais il y a des étapes avant. J'imagine aussi le choix des variétés de colza. Comment est-ce qu'on choisit sa variété? Comment est-ce qu'on la sème? Comment ça se passe concrètement quand on a les bottes aux pieds puis qu'on veut semer du colza? Alors quand je parlais de cycle long tout à l'heure, c'est qu'en fait c'est sans doute une des plantes à laquelle on s'attache le plus, justement parce qu'en fait la durée de récolte en fait est très long. Et puis ça passe par plein de phases et c'est une sacrée plante parce que par exemple quand il y a les fleurs, et c'est sans doute la plante que l'on cultive avec le tournesol, où on peut mesurer le plus la présence d'insectes dessus, les abeilles en particulier, mais pas que, et parce qu'il y a tellement de fleurs et voilà. Donc il y a un côté attachant de la plante, je voulais le rajouter par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur ce cycle long, donc on s'y attache. Alors effectivement, il y a la période de semis, évidemment. On choisit une variété qui est adaptée à la précocité de notre territoire, donc on ne choisit pas les mêmes précocités dans le nord que dans le sud. Moi je suis en zone intermédiaire, donc voilà. On a plusieurs critères de choix, notamment des variétés aujourd'hui que l'on veut assez poussantes dans un premier temps avant l'hiver pour qu'elles soient robustes pour passer l'hiver, mais aussi par rapport à des bioagresseurs comme les grosses altises que l'on a avant l'hiver. Et puis là, on n'a pas beaucoup de parades maintenant pour pouvoir se défendre contre ces agresseurs. On verra la recherche tout à l'heure. Voilà. Et puis, mais voilà, dans le choix des variétés, on est très lié à la recherche, évidemment. Et puis après apparaît l'aspect plutôt maladie en fait, hein, et puis insectes aussi, où on a une vigilance particulière au moment de la fleur, au moment de la chute des premières pétales, où là les champignons peuvent se développer et développer des maladies un peu de façon irréversible. Donc c'est à ce moment-là où il faut absolument être présent sur des stades bien précis, où on met des fongicides en fait, hein, pour protéger contre les maladies. Et justement en étant le plus précis possible, c'est là aussi où on peut réduire les doses pour vraiment être au plus près. Et puis après, on laisse faire, et puis, ou presque, et puis après il y a la récolte. J'aimerais un petit peu un éclaircissement. Réchauffement climatique, colza, c'est une plante qui va pouvoir être continuée à cultiver. L'eau, est-ce que par exemple chez vous il y a des problèmes avec le réchauffement climatique, François? Alors par rapport au réchauffement climatique, effectivement, bien on est vigilant, c'est-à-dire que
il faut qu'on esquive en fait des finitions, donc des maturités trop rapides sur des situations sèches, de façon un peu plus prématurée sur juin. Et on va précocifier, on va tendance à avoir un peu à précocifier, c'est-à-dire avoir des variétés qui terminent plus vite, qui sont mûres, où donc le poids des grains sera fait avant un éventuel coup de chaud qui effectivement est censé arriver de plus en plus tôt et de façon de plus en plus sévère. Et ce qu'on mesure aussi par rapport au changement climatique, c'est ces à-coups en fait de température ou d'excès de pluviométrie. C'est plus ça en fait que l'on vit aussi. Donc on va préférer, et on attend de la recherche des variétés assez résilientes par rapport à tout ça, notamment par des enracinements, par des structures de plantes un peu différentes. On va laisser parler Anne sur la recherche. Anne, c'est quoi le quotidien d'une chercheuse avec une spécialité sur le colza? Qu'est-ce qu'on essaye de travailler comme plante? Qu'est-ce qu'on essaye de travailler sur la plante pour avoir un meilleur colza? Alors, le début, c'est quand même les échanges avec soit l'interprofession, les cultivateurs aussi, pour bien cerner les problèmes agronomiques, et puis après être capable de les décomposer en questions de recherche qu'on va pouvoir mener et de comprendre les mécanismes, nous plutôt sur la partie génétique, qu'est-ce qui va pouvoir permettre de comprendre et de proposer des variétés adaptées à ça. Et la question qu'on a, mais comme beaucoup de monde, c'est aussi d'anticiper ce qui va arriver dans 10 ans, parce qu'on sait que mettre une variété sur le marché, c'est une dizaine d'années. Donc nous, on est presque encore en amont de ça, donc de réfléchir et de faire des scénarios sur à quoi va être confrontée la plante, comprendre les mécanismes qui sont impliqués, comprendre quelle diversité génétique on a à disposition de ça, et essayer de comprendre et d'identifier les gènes impliqués là-dedans. Donc par rapport au changement climatique, vraiment la question en ce moment, ça va être non plus augmenter le rendement toujours, mais surtout la stabilité, comment on maintient une résilience et une stabilité des rendements, puisque les conditions vont être de plus en plus changeantes et imprévisibles. Du coup, il y a des aspects autour de ça. Et puis après, sur des stress particuliers, on pourra revenir ensuite, que ce soit maladie ou insectes, beaucoup insectes en ce moment. Je me retourne vers toi à nouveau, François. On l'a vu que c'est une plante qui passe l'hiver dehors. On a vu que nos hivers deviennent de plus en plus humides. Est-ce que ça pose un problème sur la culture de colza ? Alors ça dépend des terrains. Il y a des terrains effectivement où l'excès d'eau devient très asphyxiant et la plante de colza n'aime pas du tout cette saturation en eau où elle ne peut plus respirer. Donc effectivement des hivers très humides sur des sols qui ont du mal à évacuer l'eau, c'est très problématique. Donc souvent on évite, c'est un peu historique ça déjà, on évite de mettre du colza où il y a un risque majeur. Par contre je dirais par exemple moi chez moi en zone intermédiaire, en petite terre, c'est vraiment une espèce qui est très très appropriée et qui se plaît vraiment très bien dans ce type de sol. Je vais dire un truc que vous allez peut-être pas m'apprécier, mais moi, quand il y a un champ de colza à côté de mon jardin, c'est souvent synonyme d'altises qui vont venir manger mes choux. J'imagine que le colza, ça attire aussi les altises. Est-ce qu'on a des remèdes, par exemple, pour faire du colza bio? Est-ce qu'il y a on arrive à créer du colza, peut-être pour Anne, du colza qui n'attirerait pas les altises? C'est un objectif, ça c'est un vrai objectif de la recherche, et on a pas mal de gros projets en ce moment qui sont vraiment avec cette cible altise là, qui sont financés par des fonds publics, mais aussi par la recherche privée, enfin par des fonds privés. Et donc l'idée c'est aussi de combiner plusieurs leviers, donc génétiques et peut-être d'autres pratiques agronomiques qu'il va falloir combiner, jouer sur les dates de semis, jouer sur des plantes associées ou pas, et puis jouer sur les variétés. Et est-ce qu'on est capable de trouver des gènes de résistance aux altises pour les mettre dans les futures variétés? Alors, c'est pas simple. En fait, l'enjeu, il est pas simple. Et comprendre aussi comment fonctionne l'altise, comment se passe le cycle, et finalement, on va jouer sur quoi pour trouver les futures variétés. Je retourne vers Françoise. Les producteurs de colza, est-ce qu'ils trouvent facilement des débouchés? J'imagine, il y a des huileries. Comment ça se passe? On a François qui a fini de récolter son champ. Comment ça se passe jusqu'à l'huile en bouteille? Ou dentifrice, disons. Alors on pourrait lui demander aussi comment ça se passe pour lui. On a, oui, vous pourrez d'ailleurs dire spécifiquement pour vous. De manière générale, ce qui s'est passé, c'est que ensemble, et c'est ça la force d'une filière,
ont été bien sûr développées des variétés, des techniques de culture, des producteurs se sont appropriés la culture, et puis en même temps des usines capables d'utiliser cette graine, parce que vous l'aurez compris, entre la petite graine noire et puis l'huile, il y a des choses entre les deux. Justement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Eh bien, on réunit des productions, et ça, c'est le travail des collecteurs. Vous connaissez peut-être des coopératives, donc qui réunissent plusieurs récoltes de plusieurs producteurs. Et puis ensuite, ça va dans une usine où on va dire de façon simple, il faut écraser et extraire très fort l'huile de la graine. Et cette huile ensuite va vivre une vie à elle. Et puis de l'autre côté, il restera un ensemble de fibres, de protéines qui font un excellent aliment pour les animaux. Et cette huile ensuite, eh bien, elle va aussi vivre une vie pour finir soit dans l'huile que vous achetez, soit dans le carburant que vous mettez dans votre moteur, dans votre voiture diesel, ou bien de façon un peu plus rare aussi, ça peut aller dans des utilisations chimiques. Hein, voilà, on parlait de produits comme le dentifrice, on peut trouver d'autres produits qui sont basés sur l'huile de colza. Voilà, donc tout ça, pour aller d'un bout à l'autre, il faut une chaîne, des investissements, des usines, et ça s'appelle donc une filière. Et en France, elle marche plutôt bien. Et bien maintenant, moi je vais me rendre en cuisine, puisqu'on a l'huile qui est chez vous, et je vais aller en cuisine, on va l'utiliser. Chef, on en est où dans notre recette ? Justement, j'écoutais avec attention et du coup ça me permettait d'attendre pour pouvoir mettre l'huile de colza dans la recette. J'avais une petite question si vous me permettez, parce que pour les cuisiniers et les pâtissiers c'est toujours très important. La température de chauffe d'une huile de colza, pour ne pas la dénaturer dans notre métier, est-ce que vous avez une idée qu'on pourrait transmettre justement à nos jeunes, et même nous, des fois c'est compliqué de le savoir. Selon les huiles, je sais que ça diffère. Oui, je leur poserai la question après pour éviter de faire un boomerang avec les caméras. Mais on y va plutôt. Donc, avec la... Je rajoute l'huile. Volontiers. Donc là, voilà. Simplement de l'huile. Ça fait pas de grumeaux chez vous? Non, l'huile de colza. J'ai rajouté farine. Il y a 150 g de farine, 3 œufs, 120 g de lait et 100 g d'huile de colza. Et ensuite, on va rajouter notre emmental râpé, les différentes herbes qu'on peut trouver dans nos frigos. Hein, c'est pour éviter de les jeter aussi, parce que des fois, quand on achète une botte d'herbes, on n'utilise pas tout. En tant que jardinier, on en a toujours un petit peu au jardin. Oui. Je sais que la cause de la cuisine avec les enfants, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. C'est une recette qu'on peut faire avec les enfants, ça? Oui, c'est une recette très rapide. En plus, ça leur plaît beaucoup parce que, par exemple, si le dimanche soir vous faites un vide-frigo, ben voilà, ça c'est très facile à faire, ça prend 10 minutes à faire la pâte. Chacun peut prendre son petit ingrédient dans le frigo qui reste et servir ça avec une bonne salade et avec une bonne huile de colza, ça devrait être bon. C'est parfait. Après, j'imagine, on va passer tout ça au four, on va mettre ça dans des petits moules, comment ça se passe? Oui, alors on peut prendre des petits godets. Alors là, pour le salon, j'ai pris des petits godets en alu, mais à la maison, vous pouvez très bien prendre des moules exprès, des petits godets aussi en carton, ça marche très très bien. Il y a des plaques aussi à muffins. Et puis voilà, on va venir le mettre au four à peu près 20 minutes, 15 à 20 minutes, on va dire à 185 degrés. La façon de vérifier la cuisson, une pointe de couteau, on pique au milieu, s'il n'y a plus de traces. Je reviendrai après pour la fin. Et je garde avec moi la question sur la température de chauffe de l'huile. Justement, je en profite, Françoise, l'huile, elle peut se chauffer fort ou pas forcément? C'est une huile avec laquelle on va faire des frites? Alors, c'est pas l'huile pour les frites. C'est une huile, monsieur le sait déjà, monsieur le chef, c'est tout en fait. Puisque effectivement, elle est vraiment tout à fait bien adaptée pour les usages alors en salade. Et puis, on va dire dans la cuisine classique, hein, on peut chauffer à la poêle, on peut mettre ça dans des ingrédients, dans de la pâte, etc. Ça aime pas trop aller au-dessus. Alors, on dit au-dessus de 120 degrés. Il faut y aller quand même, hein, 120 degrés. Donc, pour faire simple, pour faire vos frites, utilisez plutôt une autre huile. Parfait. François, tu as une chercheuse à côté de toi, spécialiste dans le colza. Est-ce que tu as une question à poser à une grande chercheuse qui pourra probablement t'aider ou te donner des solutions, de trouver, chercher après en fonction de tes questions sur les cultures de colza, qu'est-ce qu'elle pourrait améliorer dans ton champ de colza?
Donc pendant 2 heures alors, parce que là j'ai plein de questions moi. Profite, t'as au moins... Non, ce que je voulais rajouter avant de parler, c'est que c'est une sacrée plante le colza. C'est déjà une plante qui est très très rustique. Elle amorce, elle encaisse beaucoup les à-coups climatiques déjà. Et parce qu'à des fois, bon, il y a par exemple des sécheresses sévères, on se dit oh là là c'est foutu. Cette espèce-là a une faculté de récupération, de compensation qui est assez énorme. Donc ça c'est ce que je voulais préciser. Alors par rapport donc aux attentes que peut avoir un agriculteur aujourd'hui, c'est simplement, ou pas simplement, c'est de façon assez compliquée, mais c'est de savoir, enfin ce qu'on attend c'est quand même de la résistance notamment ou de la tolérance aux maladies et de la tolérance notamment à tout ce qui fait qu'à un moment donné on a de moins en moins de solutions phytosanitaires. On est tous dans la transition et on souhaite tous mettre de moins en moins de produits phytosanitaires. Dans certains cas on est déjà dans des impasses. Et c'est justement, par exemple, par rapport aux altises, par exemple, aux grosses altises, c'est d'essayer de trouver, d'un point de vue sélection variétale, des certaines tolérances. Alors, on a déjà parlé de la tolérance ou de la résistance aux altises. Moi, je dirais plutôt sur l'aspect maladie. Et puis, même si j'ai dit que la plante est déjà rustique, avec une grosse faculté de compensation, c'est encore de travailler des systèmes racinaires qui font qu'on exploite au maximum le sol, justement pour amorcer un petit peu tous ces à-coups qu'on peut avoir. Donc il y a plusieurs questions dans la question, mais donc effectivement on va se rejoindre sur la partie racinaire. Donc ça c'est des choses qu'on travaille beaucoup pour les stress hydriques. Et puis souvent ça va avec l'interface avec le microbiote du sol. Donc ça c'est des pans de recherche qui se développent de plus en plus. Ça veut dire que la plante elle n'est pas toute seule dans son sol, elle interagit aussi avec le microbiote. Donc il y a des gros projets aussi qui vont essayer de voir comment l'acquisition de nutriments, les interactions même par rapport à la défense, il y a des choses à faire en interaction aux plantes microbiotes. Et pour revenir aux maladies, donc là effectivement on peut trouver, c'est pas évident, mais des gènes de résistance. Et sur les résistances, il y a quand même un double enjeu pour moi qui est de trouver et de garder. C'est-à-dire d'identifier des gènes de résistance à différentes maladies pour les mettre dans des variétés, c'est pas simple. Les gènes majeurs, on les a déjà travaillés et surtout ils ont parfois été contournés. Donc les questions qu'on a maintenant, c'est de continuer à en chercher et surtout d'aller chercher des résistances peut-être un peu différentes, peut-être moins efficaces à 100%, mais de trouver ces choses qui permettent d'être plus durables et de maintenir ces résistances pour plusieurs années. Sachant que l'équation, je ne l'ai pas dit au départ, c'est aussi tout ceci en gardant un niveau de rendement qu'on a déjà aujourd'hui, parce qu'en fait ce qui nous intéresse c'est de toute façon de produire et c'est de ne pas être dépendant le moins dépendant possible sur l'huile notamment. Donc c'est tout ça et je sais que c'est pas une équation facile, c'est en gardant le gap qui a déjà été fait en termes de rendement, et il a été fait. De le conserver. Oui. Donc en fait, les enjeux, c'est souvent ces caractères-là qu'on va aller chercher. On va les trouver dans des anciennes variétés, des ressources un peu plus lointaines. Et si on les ramène tout de suite dans des variétés du moment, souvent c'est accompagné avec une petite baisse de rendement. Donc il y a vraiment des enjeux d'accélérer les cycles et d'aller plus vite. Donc il y a à la fois des enjeux sur les caractères et aussi sur les méthodes pour revenir plus vite sur des fonds génétiques un peu plus élites. François, moi j'imagine dans mon jardin, j'essaye de ne pas cultiver une plante que pour ses petites graines. Est-ce que le reste de la plante, à la fin de la culture, ça apporte quelque chose à ton sol? On a parlé qu'il y a des ravageurs, mais est-ce qu'une culture après c'est facile? Est-ce que ça aussi c'est à prendre en compte quand tu cultives du colza? Oui, c'est une bonne question. C'est une plante qui a beaucoup de biomasse et on récolte que la graine, en fait, j'allais dire, qui est quand même pas grand-chose par rapport à l'ensemble de la plante, ce qui fait qu'on restitue beaucoup au sol. Donc ça amène de la matière organique, ça ramène des éléments minéraux qu'on a pu apporter et c'est vraiment un bon précédent. Et c'est aussi une plante qui est vraiment très intéressante dans la rotation, parce que pour toutes ces raisons. Et c'est pour ça que la rotation, ça veut dire que
on ne cultive pas 2 années de suite, ou on peut cultiver 2 années de suite le colza? Non, non, non. Et même l'idée, c'est de pouvoir l'allonger le plus longtemps possible. Donc c'est de revenir tous les 4, 5, 6 ans. Et on est souvent sur des rotations trop courtes parce qu'on aime le colza. Mais malgré tout, c'est de pouvoir trouver d'autres plantes qui font que ça fait des rotations plus longues et un pas de temps plus long entre deux colzas. Ce que je voulais aussi rajouter par rapport aux débouchés, c'est que en fait, moi j'ai du colza, j'ai 2 types de débouchés. Donc j'ai un débouché très classique pour effectivement faire de l'huile, et j'ai aussi une production de semences. Hein, on est sur le stand Semae, donc j'ai aussi de la production. J'allais y venir. Ouais. Donc je continue. Donc là, sur la production de semences, donc là c'est pour faire de la graine pour que les agriculteurs l'année d'après puissent semer donc de la graine de colza. Et là c'est aussi très passionnant parce qu'en fait on a des croisements de mâles et de femelles, donc de variétés dites mâles et une variété dite femelle. Et tu fais pas ça avec un pinceau dans un champ, rassure-moi. Eh bien, et tu sais que c'est pratiquement aussi joli que de faire un tableau, parce qu'on a vraiment des bandes d'espèces, enfin, de variétés différentes et qui sont souvent de couleurs différentes, qui n'ont pas les mêmes structures. Et tu vois, j'ai une parcelle qui est en hauteur, j'arrête pas de la prendre en photo tellement c'est joli, même à ce stade-là. Donc c'est vrai que c'est assez joli. Et donc on essaye de caler les floraisons ensemble. On les sème souvent en même temps, mais après on en coupe une petite partie sur les mâles pour que ça fleurisse après, pour que ça accompagne tout le moment de la floraison, pour qu'il y ait du pollen tout le temps. Bon bref, c'est là on est sur du très technique, mais c'est aussi passionnant d'avoir du colza semence pour être à l'initiative de la vie en fait. Hein. Les producteurs de semences de colza, il en manque? Alors non, il n'en manque pas vraiment parce que c'est une culture intéressante et puis qui est plus rémunératrice qu'une culture de colza traditionnelle. Par contre, il nous faut on appelle ça de l'isolement, c'est-à-dire que pour la pureté de la production, il faut qu'on soit à 800 mètres, voire 1 km d'un autre champ de colza. Et quand tu te promènes dans les champs, au mois d'avril et qu'on voit des champs jaunes partout, eh bien ça complique pour ce genre de production. Donc c'est souvent dans des zones un petit peu isolées de d'autres plantes, de d'autres champs de colza. Voilà, mais et puis on arrive à faire des productions intéressantes, donc ça va au niveau trouver des producteurs, ça va. Je vais terminer avec notre amie chercheuse. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans les recherches? Il y a des nouveautés qui viennent de votre institut en termes de semences, en termes de variétés de colza? Alors en termes de semences, il y a eu des avancées, il y a eu des variétés INRAE il y a quelques temps, il y a eu le système de stérilité mâle qui sert aussi justement à faire ces beaux champs de mâles et de femelles. Après, nous, l'objectif maintenant, c'est d'être plutôt en amont et de faire de la recherche qui après va chez dont les semenciers s'emparent pour eux créer des variétés. Donc on est quand même positionné sur des questions de recherche amont, de créer de la connaissance dont s'emparent ensuite les acteurs privés de la sélection pour eux proposer des variétés ensemble. Et on travaille avec l'ensemble des partenaires dans des projets ensemble pour avancer sur ces points-là. Merci beaucoup. Moi, je crois que ça cuit en cuisine. Je vous ferai goûter après, c'est promis, mais on va aller voir où c'est que ça en est. Chef, on en est où? Ça y est. Donc voilà, j'en ai gardé un petit peu en godet. Voilà ce que ça représente. On a voilà, un petit muffin tout simple, hein, vraiment moelleux, vraiment sympa avec parfait. Voilà, ce qu'on peut mettre dedans. Et ce qui est intéressant avec justement l'huile, c'est qu'on n'a pas ce côté beurré. Donc c'est aussi un peu moins lourd quand on veut en manger comme ça avec des enfants, c'est nettement mieux. Moi j'ai un problème avec mon four, je sais jamais s'il faut mettre chaleur tournante, s'il faut mettre cuisson haut bas, grill et tout ça. Le four on met quoi? En règle générale, pour faire des pâtisseries comme ça, on met chaleur tournante, ça suffit amplement. Donc voilà. On vous retrouve où si on veut venir manger chez vous, on peut? Ouais, alors moi je suis basé en Occitanie, donc je suis un petit peu loin d'ici, mais à côté d'Albi, sans aucun problème, j'ai l'ouverture d'une table bientôt qui sera une table privée. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission cuisine. Restez connectés parce que tout de suite, c'est Semer l'avenir qui parlera des professions autour de la semence. Sinon, à demain. Ciao!